Nous en arrivons donc au moment tant attendu de discussion avec nos deux experts, nos deux incontournables, nos deux références dès qu'il s'agit des questions d'IA en France, que sont Raja Chatila et Jean-Gabriel Ganassia. Je vais vous inviter, messieurs, à venir vous installer dans ce canapé-là. Moi, je prendrai l'autre pour moi toute seule. Voilà. Et vous pouvez les applaudir. Alors, je vais procéder à un exercice de déménagement de l'ensemble de mes affaires. C'est là qu'on voit que vous n'êtes pas des machines, puisque la première chose que vous faites, c'est vous servir à boire. C'est bien humain tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un petit mot avant de vous présenter. Pour ceux qui nous suivent via leur écran, j'ai devant moi une petite tablette avec les questions. Il y en a déjà beaucoup qui sont arrivées ce matin. J'en retiendrai quelques-unes, mais surtout, n'hésitez pas à continuer à les poser. J'essaierai de piocher de ci, de là pour les poser à nos deux intervenants. Hein, et les vôtres seront plus intelligentes que les miennes. Et puis, dans la salle, alors on a des micros qui sont distribués par, voilà, madame qui est en fond de salle, mesdames, merci beaucoup. Bien, écoutez, quand vous voyez des mains se lever, n'hésitez pas, vous allez vers la personne et vous lui apportez un micro. Alors, merci messieurs d'être là. Raja Chatila, vous êtes professeur émérite d'intelligence artificielle, de robotique et d'éthique du numérique à Sorbonne Université. Vous avez dirigé le laboratoire d'excellence SMART sur les interactions humains-machines, ainsi que l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. Vous êtes le président de l'Initiative mondiale sur l'éthique des systèmes autonomes et intelligents, coprésident du groupe IA responsable du partenariat mondial sur l'IA, le GPI, dont on parlera encore cet après-midi, et membre du comité national pilote d'éthique du numérique en France, membre du groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle de la Commission européenne. En fait, on a 40 minutes, mais votre présentation va prendre 33 minutes. Et c'est ça quand on invite des gens comme vous. Jean-Gabriel Ganassia. Non, j'ai pas tout dit, mais vous pourrez compléter si vous le souhaitez, il restera encore quelques minutes. Jean-Gabriel Ganassia, alors il est important de rappeler que vous êtes un philosophe de formation initiale, mais que très tôt vous vous êtes orienté vers l'informatique et l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Vous avez poursuivi vos recherches au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université, où vous dirigez l'équipe ACASA, agent cognitif et apprentissage symbolique automatique. Vous êtes membre du CNPEN, le Comité national pilote d'éthique du numérique, président alors de nombreuses commissions, le comité d'éthique de Pôle emploi, le comité d'orientation du Chèque, le cycle des hautes études de la culture, président de la FAS, alors ça c'est important, Association française pour l'avancement des sciences, et s'il y a des chercheurs CNRS qui nous écoutent, vous avez été le président du comité d'éthique de cette organisation jusqu'en 2021. Je vais quand même citer quelques livres, vous en avez écrit beaucoup. Le dernier, c'est Servitude virtuelle, qui vient de paraître aux éditions du Seuil et qui a reçu le prix Recherche universitaire. Et puis, si on veut être un petit peu plus intelligent sur les questions d'intelligence artificielle, le mythe de la singularité, faut-il craindre l'IA? Ça, c'était en 2017. Et intelligence artificielle vers une domination programmée, ça, c'est une question. On a 30 minutes un peu plus pour y répondre. Alors, vous étiez depuis le début de la matinée, Raja Chatila, en fond de salle, et je vous ai vu prendre des notes. Tout à l'heure, quand on s'est parlé pendant la pause, il y a une chose qui vous a surprise, et vous me l'avez dit, ce sont les terminologies, les mots employés durant cette première partie de matinée. Pourquoi ? Oui, merci. Effectivement, c'est un sujet, je pense, assez important pour y passer quelques minutes. La question de la terminologie, c'est-à-dire de la manière dont on parle de l'intelligence artificielle, qui, une fois qu'on a annoncé les fondements techniques, etc., on se retrouve à la personnifier, à parler de l'intelligence artificielle comme un collaborateur, par exemple, dans le travail, à parler de l'intelligence artificielle comme si elle avait sa propre capacité de décision, mais aussi qu'elle comprenait ce qu'elle faisait. Tout ça, on l'a bien vu ce matin d'ailleurs, est faux. L'intelligence artificielle n'a aucune capacité de véritable compréhension, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. La sémantique lui est complètement étrangère. La sémantique, elle est fournie par les êtres humains. Donc, quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut garder, de mon point de vue, en tête l'idée que c'est un outil extrêmement perfectionné qui nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement, pour le moment, et donc un outil qui reste et qui devrait rester sous la supervision humaine, sous la responsabilité humaine. Et dès lors qu'on le déploie, être conscient de ses limitations et être conscient que justement, il faut faire quelque chose. Alors, à cet égard, je vais reprendre
l'exemple du bad cop et good cop. Moi, j'aurais inversé les rôles. C'est M. Malenfer qui est le bad cop. Ah bon? C'est Michel qui est le good cop. Parce que l'intelligence artificielle, c'est le suspect. Et le suspect, pour l'intelligence artificielle, est coupable jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est innocent. C'est-à-dire que le système ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'on prouve qu'il fonctionne correctement. Et tant qu'il ne fonctionne pas correctement, eh bien, ça veut dire qu'il y a des limitations et ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces limitations-là pour l'améliorer tant que possible et l'utiliser à bon escient, comme Jennifer, qui était donc Madame la juge, vous ne l'avez pas dit, l'a dit. Alors, attention à l'importance des mots, pas d'anthropomorphisme, pas de personnalisation. J'ai justement une question de Béatrice Pires qui arrive. On peut dire que c'est une dépersonnalisation dans l'autre sens. Elle dit, si l'IA en arrive à dicter les tâches à l'homme à son poste de travail, l'opérateur ne pourrait-il pas se voir comme le robot, on dépersonnalise l'homme, exécutant au service de l'IA? Comment anticiper ce risque? Quelles conséquences d'un point de vue social, d'un point de vue éthique? Bien, c'est tout à fait vrai. L'image, mais elle est approximative, c'est celle de Charlie Chaplin dans les temps modernes, qui devient effectivement l'esclave du tapis roulant qui avance. On n'est pas exactement dans la même situation, mais oui, il y a, pour que l'intelligence artificielle fonctionne, en fait, on va augmenter la charge cognitive de l'être humain. Pour qu'il comprenne ce qui se passe, pour qu'il interprète ce qui se passe. Mais pas toujours. Ça réduit aussi la charge cognitive. C'est pour ça que c'est quelque chose dont il faut faire la part des choses. Les Américains ont toujours les bonnes manières d'exprimer les choses rapidement. L'intelligence artificielle, la robotique, c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre dans les tâches dites DDD, dull, dirty, dangerous. Dull, bon, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le faire, donc je laisse l'intelligence artificielle le faire. Le système d'intelligence artificielle, d'ailleurs, le faire. Donc, quelque chose de systématique qui n'est pas intéressant. Par exemple, justement, le travail très rapide, etc. Elle excelle à ça. C'est une forme d'automatisation. On est dans la maison de la RATP, donc le poinçonneur des lilas, remplacé par les tourniquets, avec tous les problèmes sociaux que ça a provoqué, n'est-ce pas? Bien, on peut penser que le poinçonneur du lilas n'avait pas un travail très, très intéressant. Dull. Dirty, c'est quand on est dans des conditions, effectivement, d'usage qui sont difficiles et qui sont, disons, néfastes pour la santé. Et dangerous, c'est vraiment dangereux, c'est-à-dire l'homme ne peut pas y aller, le cas échéant, par exemple dans l'espace ou dans les mines, sans effectivement mettre sa santé en jeu. Donc, ici, on voit bien que l'intelligence artificielle peut aider. Mais il y a aussi la situation où l'intelligence artificielle est une aide qui ne remplace pas, mais qui interagit avec. Et c'est là qu'on est dans des situations intéressantes. C'était l'un des sujets, l'interaction humain-machine, dans laquelle l'humain doit comprendre ce que fait la machine, bien sûr, et la machine doit simplifier le travail de l'humain. Donc on est dans les cadres de ce qu'on appelle robot collaboratif, bien que collaboratif, non, l'homme ne collabore pas avec la machine, il l'utilise, d'accord, mais ça lui permet de faire les choses mieux, de faire les choses plus finement que seul ou que la machine toute seule, parce que la machine n'a pas, par exemple, la dextérité nécessaire et n'a pas forcément non plus la compréhension de ce qui est en train de se faire. Raja Chatila, Jean-Gabriel Ganassia, quand on s'est parlé pour préparer ce rendez-vous, vous avez également mis deux casquettes de good cop et bad cop, tout en me disant on n'aimerait pas quand même qu'il y en ait un qui soit l'avocat du diable et l'autre qui trouve que le ciel est bleu et que tout va bien. Alors, on avait dit que vous seriez le good cop, Chatila et Jean-Gabriel Ganassia. On va commencer comme ça. Quelles sont les limites et les points de vigilance, Jean-Gabriel Ganassia, de votre point de vue, sur les usages de l'IA en sciences, en santé et en sécurité au travail? Alors, je ne sais pas si je vais parler de mon point de vue. Comme m'avait demandé M. Maillefer, c'était de regarder les différents points que vous aviez énumérés. Oui, tout à fait. Et à les points clés. De ça, voilà, de se demander quels étaient ceux qui étaient légitimes, quelles étaient les vraies limites et quelles étaient les choses, disons, plus de l'ordre de l'imaginaire. Je reprends par exemple la recommandation O11, la logique de rentabilité des investissements dans ces technologies, parfois coûteuses, peut amener à positionner ces systèmes au centre de l'organisation du travail, au risque de placer le travail humain au second plan. Alors,
c'est vrai de toutes les technologies, c'est-à-dire qu'elles transforment l'organisation sociale. Ce sont ce qu'on appelle des systèmes socio-techniques, c'est-à-dire qu'ils doivent être pensés en regard de l'ensemble de l'organisation. Et donc ça, c'est pas nouveau. Alors, est-ce que ça place le travail humain au second plan ? Ça fait partie de la mythologie. C'est-à-dire que si on regarde la littérature sur les robots, en particulier le premier livre sur les robots, Resume Universal Robot, c'est l'idée que ces travailleurs artificiels que sont les robots vont mettre les hommes totalement au chômage et que les robots vont acquérir en dignité ce que l'homme perd en dignité puisqu'il devient oisif. L'expérience a montré ces dernières années que le numérique n'avait pas réduit les hommes à l'inaction. Simplement, ceux qui sont capables de travailler dans le numérique ont de plus en plus de travail. Vous savez que le SIGGRAPH dit qu'on manque de plus de 250 000, j'ai même entendu cette année, 400 000 de personnes formées au numérique en France. Donc on n'est pas en situation de chômage et on a à faire des métiers intéressants qui demandent une formation. Le problème, c'est que le numérique change beaucoup d'activités et que des personnes qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas formés, risquent d'avoir des difficultés à trouver du travail. Donc vous voyez qu'il faut peut-être inverser les choses, montrer la continuité avec les autres évolutions technologiques et bien sûr ensuite réfléchir à cette question centrale de la réorganisation du travail. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vous pose une question de Loïc Garasson. On viendra à la suite, si vous le voulez bien, pardon de vous interrompre. Il nous dit « Le recours à trop d'IA ne risque pas d'induire une perte de sens du travail, une démotivation, car le travail aurait été trop modifié ou une exclusion de certaines personnes qui n'auraient pas la capacité de superviser l'IA ». Alors, là, je crois qu'il faut bien clarifier les choses. L'intelligence artificielle, les dispositifs programmés avec des techniques d'intelligence artificielle n'automatisent pas tout. Ils automatisent certaines tâches. Et pour beaucoup de métiers, on a affaire à plusieurs tâches. Alors bien sûr, vous vous souvenez, les ouvriers spécialisés, eux, bien sûr, ils étaient astreints à un geste répétitif. Et que des automatismes les remplacent. Certes, ça a pu être difficile, il y a une mutation sociale difficile, mais en même temps, ce n'était pas une destinée absolument exaltante. Dans d'autres domaines, il y a différentes tâches et bien sûr, il faut changer le métier, il faut s'approprier les différents automatismes. Et ça, on se rend compte que ça peut être difficile pour des personnes qui n'ont pas la formation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est former et accompagner ce changement, plutôt que d'avoir peur de l'automatisation. On nous a beaucoup dit en France que la robotique, ça allait accroître le chômage. On l'a dit en Europe, au point que, vous vous souvenez, il y avait eu un rapport au Parlement européen avec l'idée de faire payer aux robots une taxe, ou aux possesseurs de robots, d'ailleurs je ne sais pas comment les robots pourraient payer, à raison des emplois qui étaient supprimés. Bon, c'est totalement absurde si on examine. D'ailleurs, les pays où il y a le plus de robots sont en général les pays où il y a le moins de chômage. Si on pense à l'Allemagne, si on pense au Japon. Donc, je crois qu'on a quand même des idées toutes faites là-dessus. Et il faut regarder la réalité de ces transformations du travail. Je crois que c'est extrêmement important et pas simplement craindre les choses, mais voir objectivement ce qui est devant nous, quelles sont les opportunités que cela offre, les bénéfices que l'on peut en tirer, la diminution de la pénibilité. Alors Raja a dit quelque chose de très important, c'est que comme ça transforme le travail, ça transforme la situation de l'homme. Et bien sûr, le risque, c'est d'avoir des machines, alors soit qui ont un rythme qui est supérieur au nôtre, et qui fait qu'on est épuisé. Le risque de l'homme moderne, c'est la dépression nerveuse. C'est que la machine impose le rythme. C'est que la machine impose le rythme. Ou alors, au contraire, que la machine est un rythme trop lent et que l'on soit déconcentré. Et on sait que beaucoup d'accidents sont liés au fait qu'on perd sa vigilance. Et puis enfin, on risque de perdre ses compétences. Et ça encore, c'est une question qui est importante. Rajesh Attila, difficile d'ailleurs quand on parle des usages de l'IA en SST, de parler des bons, des apports et des points de vigilance. Finalement, il y a deux faces sur une même pièce. Il faut faire attention à l'un et à l'autre, en quelque sorte. Ah oui, parfaitement. Il faut faire attention aux deux. Je vais vous donner un exemple concret. Dans les
Dans les entrepôts, dans le domaine du commerce électronique, dans les entrepôts, il y a des objets que, bien sûr, il faut chercher pour mettre dans des bacs particuliers pour qu'ils soient prêts à l'envoi. L'automatisation des entrepôts a résulté dans l'introduction de robots. Et ces robots, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu que le travailleur aille à l'étagère où se trouve le produit pour le prendre, c'est l'étagère qui va venir à lui, transportée par le robot. Donc la personne va rester immobile et ce sont les robots qui arrivent avec les bonnes étagères au bon moment. Et la personne va regarder sur un écran quel objet il faut prendre et le déposer. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait bien sûr que ça a automatisé toute la partie déplacement, puisque c'est le robot qui se déplace. Donc la personne ne se déplace plus. Donc ça a augmenté la productivité globalement. Mais en même temps, le travail de la personne a changé. Au lieu de marcher, maintenant, il y a systématiquement ce geste. Donc les troubles musculo-squelettiques, éventuellement, vont naître de ce geste répétitif qui est toujours le même, qui était déjà exécuté, mais pas avec le même rythme et pas avec la même situation. Donc, si on n'examine pas les choses globalement, si on ne dit pas « Ah, la personne ne va plus marcher, elle va moins se fatiguer, et en même temps, on va gagner en productivité, tout est bien », ben non, il faut regarder aussi l'ensemble des aspects. Donc, il faut toujours faire une analyse globale. Il faut considérer en quelque sorte que l'intelligence artificielle n'étant pas, et la robotique n'étant pas complètement encore au point, on est en train d'introduire une technologie, c'est une sorte d'expérimentation. Et l'expérimentation doit être faite avec la possibilité de revenir en arrière, le cas échéant, mais surtout d'apprendre mieux à la mettre en œuvre. Alors, monsieur, une question, je vous laisse vous présenter. Ça marche, ça marche. Vous l'avez éteint. Non? Allez-y, parlez dans le micro. Ça marche, allez-y. Bonjour, Hicham Tahiri, indépendant en prévention des risques professionnels. On le sait que dans les entreprises, hein, la fonction parmi les fonctions support, c'est les référents sécurité ou QHSE, etc. Et quand il y a des décisions importantes en termes de stratégie ou d'enjeux, c'est pas forcément le pôle qui va avoir plus de poids en termes de décision. On a vu tout à l'heure des graphes comme quoi l'intelligence artificielle intéresse beaucoup de monde, hein, que ce soit l'économique ou le marketing, etc. Dans une entreprise, quand il va y avoir toutes ces intelligences dans tous ces domaines, quelle est la place qu'aura l'intelligence artificielle en santé et sécurité au travail? Ça sera au même titre que le pôle, la fonction support actuelle dans les entreprises. Voilà. Raja Chatila. Si vous parlez du rôle de systèmes d'intelligence artificielle dans le travail, qui est en quelque sorte une aide pour la personne que vous êtes en réalité, d'accord? Et une aide à cette personne, et non pas un outil qui va remplacer la personne complètement. Et donc, ça va peut-être, pour parler du côté positif des choses, ça va peut-être permettre de mieux appréhender justement les risques, de mieux comprendre les enjeux et de mieux donc présenter des solutions, voire de mieux identifier les problèmes pour éviter que des choses qui seraient dangereuses se fassent. Donc, le considérer comme un outil va accroître les capacités du poste, en quelque sorte. Le considérer comme un remplaçant va certainement pas être très, très utile de mon point de vue. Vous avez peur d'être la dernière roue de la charrette, monsieur, si j'ai bien compris. Alors, on vous redonne un micro. En fait, ma crainte, c'est surtout le côté d'arbitrage. Est-ce que l'intelligence artificielle qui a pour fonction d'aider la santé ou sécurité au travail sera la dernière roue de la charrette par rapport aux autres stratégies ou aux autres enjeux au sein de l'entreprise, en termes d'économie, en termes de développement, en termes de rentabilité, etc. C'est ça aujourd'hui, en termes d'action en santé et sécurité au travail, parfois les décisions qui sont prises, elles mettent de côté un peu le côté sécurité, malheureusement. Parce qu'on veut y aller toujours plus vite, on veut toujours faire plus en termes de performance. Et puis la santé et sécurité au travail, elle passe après. Elle passe après, tout voilà. à fait. Jean-Gabriel Ganassia, vous voulez rajouter quelque chose? Ce que j'essaie de comprendre, c'est votre crainte, c'est qu'en déléguant à une machine
cette responsabilité de s'occuper des questions de santé et sécurité au travail, on lui donnera une moins grande part. Mais en même temps, ce dont on a parlé ici, c'était de l'inverse. C'était avoir peur que la machine prenne un ascendant trop grand sur les hommes. Alors, je crois que pour bien comprendre, c'est ce qu'on appelle le conflit d'autorité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement connu. C'est-à-dire qu'on a des automatismes et le problème, c'est de savoir qui va décider. Alors, vous allez me dire, en dernière analyse, c'est aux hommes de décider. Et les hommes, dans ce cas-là, sont peut-être mauvais. Peut-être qu'ils ont d'autres... Mais on peut inverser les choses, c'est-à-dire dire, oui, mais il y a des situations où l'expérience a montré que ce sont les hommes qui prenaient les mauvaises décisions et que les machines proposaient les bonnes décisions. Dans le domaine aéronautique, on s'est rendu compte, le retour d'expérience a montré ça. Alors, je crois que ce qui est important, ici comme ailleurs, lorsque on déploie des technologies, en particulier des technologies d'intelligence artificielle, qui sont liées à leur nature propre, qui, du fait qu'elles sont entraînées par apprentissage, ne sont pas toujours parfaites, parce que c'est dans la nature même de l'apprentissage inductif que d'avoir toujours une possibilité d'erreur qu'on va essayer de diminuer. Mais donc, dans ce cas-là, je crois qu'il faut qu'il y ait des évaluations en permanence et des retours d'usage. C'est absolument essentiel. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans les différentes questions. On parle beaucoup d'usage, avec des craintes sur ces retours d'usage. Je crois qu'il faut l'organiser de façon systématique. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un pays où on n'a pas vraiment l'habitude de faire ces démarches empiriques. Il faut, je crois, s'y habituer. Un technologue américain, il y a une vingtaine d'années, Jason Jarvis, disait à propos des systèmes de Google, d'intelligence artificielle, que c'était des systèmes qui étaient en permanence en version bêta. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont toujours susceptibles d'évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de version définitive et on doit récupérer les retours d'usage, les commentaires de l'ensemble des utilisateurs. Et ça veut dire que, effectivement, dans une entreprise, dans une institution quelle qu'elle soit, il faut avoir cette capacité à récupérer tous les retours de tous les acteurs et les traiter de façon extrêmement sérieuse. Je pense que c'est absolument essentiel. Sinon, effectivement, on court de gros risques, comme vous l'avez laissé entendre. Rajesh Attila, point piste d'action 19. Il convient de promouvoir auprès des entreprises les démarches reposant sur l'expérimentation, l'évaluation qui permettent de mesurer en conditions réelles les conséquences des nouveaux systèmes sur l'organisation de l'entreprise et sur le travail des opérateurs et de conserver une possibilité de revenir en arrière. Si j'entends bien ce que dit Jean-Gabriel Ganassia, finalement, on est dans l'expérimentation permanente. En effet, on est dans l'expérimentation permanente et l'erreur, ce serait de considérer que ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, ces systèmes évoluent pas forcément par eux-mêmes. Il y a des mises à jour, il y a des, justement parce qu'on essaye de maîtriser une technologie de plus en plus. Et donc, il faut, dans la mise en œuvre, je pense, effectivement en être conscient, et comme le dit le point 19, se préserver la possibilité de revenir en arrière, ce qui n'est pas toujours évident, mais aussi de mener ces expérimentations dans des conditions qui sont des conditions conformes à ce qu'on appelle l'éthique de l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une expérimentation, l'éthique ? L'éthique, ça veut dire tenir compte du fait qu'il y a un impact sur les personnes qui sont finalement partie prenante de l'expérimentation, ceux qui vont utiliser le système, ceux qui vont être impactés par le système. Que nous dit l'éthique ? Il y a un certain nombre de principes. Il y a un certain nombre de principes qu'on peut appliquer et qu'on peut effectivement détailler, mais le premier principe, par exemple, c'est la non-malfaisance. C'est-à-dire que ça ne doit pas nuire. Ça ne doit pas nuire à qui ? Aux parties prenantes, c'est-à-dire aux travailleurs, mais aussi, enfin, au-delà, toutes les personnes impactées. Ça ne doit pas être nuisible. Il y a un autre principe qui est la bénéficence ou bienfaisance. Il me semble que dans son contexte, personnellement, c'est un peu plus difficile à prouver. Il n'est pas évident de dire que telle ou telle innovation est un bienfait. En général, quand on fait une innovation, elle n'est pas nécessairement tirée par le fait
que ce soit bienfaisant. Par exemple, je ne sais pas si un jeu vidéo est bienfaisant ou pas, mais en tout cas, la non-malfaisance est, de mon point de vue, essentielle. Un autre principe, c'est le principe de justice ou d'équité, si vous voulez. C'est-à-dire que les personnes qui sont impactées, on doit les traiter de manière équitable, juste. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que les risques doivent être équitablement partagés, que ça ne retombe pas uniquement, par exemple, sur les travailleurs et leur santé, par conséquence. Il y a, pour l'intelligence artificielle, un principe particulier qui est l'explicabilité ou l'intelligibilité, c'est-à-dire on doit comprendre ce que le système doit faire. Et si on ne le comprend pas, justement, on ne pourra pas l'améliorer. Or, ça, c'est un sujet important, scientifiquement parlant. Ce n'est pas un sujet résolu. Et donc, quand on doit déployer un système de ce type-là, il faut mettre en œuvre, effectivement, les mécanismes pour essayer de comprendre ce que le système est en train de faire. Et finalement, il y a un autre principe qui, aussi, de mon point de vue, va être difficile à appliquer, c'est l'autonomie. L'autonomie de qui? De l'être humain, bien sûr. Or, dans un contexte d'entreprise, je ne suis pas certain que l'autonomie pleine et entière des travailleurs, par exemple, puisse être effectivement respectée. En revanche, ce qui devrait être respecté, qui est une expression du principe d'autonomie, c'est la concertation. C'est la discussion, c'est la négociation pour qu'il y ait une mise en place de la technologie d'une manière qui soit acceptée, comprise, voire adoptée par tous les acteurs. Nous parlerons du dialogue social cet après-midi dans une table ronde qui sera dédiée à ce sujet. J'aimerais, Jean-Gabriel Ganassia, je vous en prie, allez-y, je peux commenter, ce sujet. parce que, justement, tous les principes que vous avez entendus ici, je vais vous demander une interro écrite, peut-être pour s'en souvenir. On sort sa trousse. Ils sont quand même, ils sont d'abord extrêmement génériques, parfaitement ennuyeux. Il y en a, et puis ensuite, il y a les principes dérivés, et puis les modes d'application, etc. Et le problème, c'est qu'ils sont en tension les uns avec les autres et qu'on a du mal à les appliquer. Ils sont abstraits. Or, la question que vous nous aviez posée, elle était différente. Alors, première chose, donc, je pense que la vertu des principes, c'est effectivement de guider, mais un trop grand nombre de principes produit l'inverse. Il laisse totalement démunis. Cela donne l'impression que l'on délègue cette réflexion éthique à des bureaucrates qui vont cocher des cases. Et ça, je crois que ça pose beaucoup de problèmes. Alors, maintenant, ce dont je voudrais parler, ce n'est pas tellement des principes, mais c'est de la réalité. La réalité, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle sont des logiciels qui, par nature, à partir du moment où on utilise de l'apprentissage, sont susceptibles de faire des erreurs. Alors, peut-être pour bien comprendre, lorsqu'on est informaticien, on est capable, normalement, de prouver des programmes. Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, prouver un programme, c'est donner une spécification formelle, c'est-à-dire caractériser les entrées, et puis établir la relation entre les entrées et les sorties, et être capable de démontrer que pour n'importe quelle entrée, on aura une sortie qui vérifiera cette relation entre les entrées et les sorties. C'est extrêmement difficile à faire. Un nombre incroyable de médailles Turing ont fait un tout petit peu avancer ce domaine. C'est tellement difficile qu'on a développé d'abord des systèmes de démonstration automatique et puis d'autre part que l'on a essayé de simplifier le problème, c'est ce qu'on appelle le model checking, c'est-à-dire qu'on fait une abstraction du problème. Dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on est dans des situations où ça n'est pas possible. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit on va faire quelque chose de plus simple, on va simplement donner des exemples. Et à ce moment-là, à partir de ça, on va essayer de trouver cette relation entre l'entrée et la sortie, mais bien sûr, apprendre à partir d'exemples, ça veut dire qu'il y a quelque chose de conjectural. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude absolue sur ce qu'est la sortie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est toujours soumis à quelque chose de conjectural avec des risques d'erreur très grands ? C'est un peu vrai, mais en même temps, on n'est pas totalement démunis. Et les travaux scientifiques qui se font depuis quelques années en intelligence artificielle ont pour but d'essayer de limiter les erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans le domaine du logiciel, quand on n'est pas capable de prouver, on fait des tests. Et ce qu'on sait, c'est que la limite, c'est-à-dire que si on faisait une infinité de tests, on aurait quelque chose qui ressemble à la preuve. Alors après, on fait des tests qui sont judicieux, qui sont bien placés, aux endroits où on risque de faire des erreurs. C'est un peu ce qui est en cours aujourd'hui dans les laboratoires de recherche, c'est d'essayer
pour les systèmes d'intelligence artificielle de faire des tests, c'est-à-dire de regarder quels sont les exemples sur lesquels ça marche, quand il y a des erreurs, d'où viennent les erreurs, éventuellement de prendre des exemples et puis de faire des petites perturbations pour voir si le système est stable, si sur une image, vous voyez, vous modifiez quelques pixels, vous obtenez toujours le résultat, vous n'obtenez pas le résultat. Ensuite, se demander au plan intuitif, on a parlé d'explication, c'est-à-dire se demander quelles sont dans les données les informations qui sont responsables de la conclusion. Par exemple, si vous avez une image, savoir quelle est la zone de l'image qui importe. Parce que si vous voulez reconnaître quelqu'un sur une image, c'est important que ce ne soit pas le fond qui vous permette de reconnaître cette personne. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même des procédés pour expérimenter avec une finalité qui est donnée. Ça, c'est le premier point, un point d'ordre scientifique, d'ordre épistémologique. Puis il y a une deuxième chose, et je crois qu'il ne faut pas la confondre, c'est le fait que ces systèmes, je l'ai dit, ce sont des systèmes socio-techniques qui s'insèrent dans une organisation, et à ce moment-là, il faut être capable d'étudier les modes d'appropriation de ces technologies à l'intérieur de cette organisation et de se demander si effectivement ça correspond à ce que l'on souhaite, c'est une évolution de l'organisation qui est bénéfique pour tout le monde, ou au contraire, si ça a des effets délétères sur l'ensemble de l'organisation du travail. Et je crois que ce sont toutes ces questions qu'il faut arriver à se poser avec la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Donc j'insiste, deux plans différents. Une fois que les finalités du système sont connues, s'assurer qu'on a effectivement des résultats satisfaisants. Et puis deuxième chose, au plan social, s'assurer du fait que le dispositif, dans son organisation, qui en général a une utilisation qui n'est jamais, on ne peut pas anticiper avec les technologies. C'est ça qui est étonnant avec les technologies de l'information, c'est qu'elles ne sont jamais mises en œuvre comme on l'avait imaginé. Et c'est bien pour ça qu'il faut, j'insiste là-dessus, avoir une démarche empirique, pragmatique, reprendre les retours d'usage, voir ce qui se passe, voir comment les gens utilisent ces technologies. Levez la main si vous voulez poser une question. Je vous regarde, mais je n'en vois pas. N'hésitez pas, on vous amène un micro et puis je regarde le chat en même temps. Donc si je vous comprends bien, pour la première strate, c'est la collecte des données finalement qui importe. Comment s'assurer que le résultat sera le bon? Il faut que les données utilisées n'aient pas de biais. Alors, j'aurais aimé justement revenir sur cette notion de biais. Parce que, bien sûr, on souhaite que les données n'aient pas de biais. Mais qu'est-ce que c'est qu'un biais? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. Un biais, c'est un écart à la norme. C'est l'oblique, le biais, ce qui n'est pas droit. Écart systématique. Mais comment sait-on qu'on a un écart à la norme? Parce qu'il faut déjà connaître le résultat. Or, on ne connaît pas le résultat. C'est exactement le problème de la preuve que j'ai évoqué tout à l'heure. Si vous avez un logiciel classique, vous connaissez la relation entre l'entrée et la sortie. Là, vous ne la connaissez pas la plupart du temps. Et vous dites, c'est formidable, le système va la trouver. Il ne la trouve pas comme ça. Donc, le biais est très difficile à déceler au départ. Alors, il peut tenir à quoi le biais? Il peut tenir à la façon dont on a décrit les exemples. Par exemple, si vous représentez avec un certain nombre d'attributs, ces attributs peuvent introduire en biais. Vous avez peut-être oublié des attributs importants, ou une image, vous n'avez pas pris la bonne longueur d'onde, etc. Et puis, deuxième chose, ils tiennent à la répartition des exemples. Or, vous pouvez avoir des points aveugles qui sont une répartition systématique qui est fausse. Alors, vous êtes dit, on fait du big data, on a toutes les observations possibles. Les observations, quelles que soient, elles sont fausses. Alors moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est vous essayez d'étudier les corrélations entre les crèmes solaires et les cancers de la peau. Vous prenez plein d'observations, et là, vous voyez que les crèmes solaires donnent le cancer de la peau. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la cause? Eh bien, l'expérience montre que non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça ne veut pas dire que ça ne donne pas le cancer de la peau, mais ça veut dire que si vous prenez que les observations, la plupart des gens, lorsqu'ils mettent des crèmes solaires, c'est qu'ils vont au soleil. Il y a assez peu de fous qui mettent des crèmes solaires et qui ne vont pas au soleil. D'accord ? Vous êtes d'accord? Et donc, ça veut dire, ça, c'est un biais dans les observations. Si vous ne savez pas que le soleil donne les cancers de la peau, vous êtes cuit. C'est le cas de le dire. Le cas de le dire. Voilà. Voilà. Alors, une question de madame, je vous laisse vous présenter. Victoria, je voulais avoir un petit point sur la réglementation au niveau de l'IA et un peu d'éthique par rapport à ça. Je ne sais pas si vous en aviez parlé depuis ce matin, mais bon, si vous pouvez me donner... Je peux vous demander votre fonction, madame? De quel organisme êtes-vous? Je suis médecin du travail et je suis à Safran, Électronique and Défense. Merci. Alors, qui veut répondre? Raja Chatila? Oui, alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc,
Réglementation par rapport à l'IA. Alors ça, c'est un sujet. Non, il n'y a pas de réglementation propre à l'IA. Actuellement, dans les réglementations, il y a éventuellement des choses par petites touches. Par exemple, ce n'est pas forcément lié à l'IA, mais il y a par exemple la directive machine au niveau européen sur l'utilisation des machines qui inclut maintenant un aspect sur l'intelligence artificielle. Mais la véritable réglementation sur l'intelligence artificielle, elle est actuellement en cours de construction au niveau européen. En anglais, on dit AI Act. C'est une proposition donc de la Commission européenne qui a été préparée par le groupe d'experts dans les années 2018-2019. Et puis cette proposition, donc, qui est sur la table depuis 2021, avril 2021 très exactement, est en cours d'élaboration, c'est-à-dire de discussion, de négociation, d'une part au Parlement et européen, et d'autre part au niveau des États. Donc, à l'heure actuelle, cette négociation n'est pas terminée. Il est possible qu'elle le soit relativement prochainement, c'est-à-dire du côté des États vers la fin de l'année, voire début 2023. Ensuite, on entre dans une autre phase de négociation entre les États et le Parlement et la Commission. Donc, c'est des négociations tripartites qui vont prendre aussi un certain temps avant que finalement on arrive à une réglementation qui, si elle est publiée, mettons, au mieux en 2023, ne sera effectivement applicable qu'en général 2 ans plus tard, c'est-à-dire 2025. De quoi va parler ou de quoi parle cette réglementation? Évidemment, elle va définir un certain domaine qui va être considéré comme de l'intelligence artificielle. Donc il y a déjà là quelques soucis pour converger sur une définition commune, mais enfin ça avance. Mais le fondement même de cette réglementation, c'est la notion de risque. C'est-à-dire que la Commission européenne ne souhaite pas faire une réglementation trop forte, de surréglementer, parce que d'une part, ça sera peut-être difficile à appliquer, mais d'autre part, ce que les industriels souvent disent, c'est que si la réglementation est trop forte, trop importante, eh bien, il sera difficile de faire de l'innovation. On met une tension entre l'innovation et la réglementation, l'importance de la réglementation. Sachant que la réglementation suit toujours l'innovation, donc je ne suis pas certain, moi, que véritablement, elle pourra la ralentir tant que ça. Quoi qu'il en soit, donc la réponse de la Commission, c'est de dire on va réglementer plus ce qui est le plus risqué. Qu'est-ce qui est le plus risqué? Ce sont des domaines d'application qui mettent en cause, par exemple, la santé, qui mettent en cause la vie humaine. Donc les transports, par exemple, la santé, par exemple l'imagerie médicale, etc., ou qui mettent en cause la sécurité. Donc ceux-là, on va leur demander une certaine conformité, donc une certification européenne, soit que ce soit de l'intelligence artificielle dans des dispositifs qui est incluse dans des dispositifs existants dont elle modifie les conditions d'utilisation et la sécurité. À ce moment-là, il faut respecter les règlements concernant ces dispositifs, par exemple les dispositifs médicaux, soit qu'elle soit en elle-même un système, par exemple la surveillance, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une certification, un CE dessus, et la certification, elle est donnée sur la base de quoi? Eh bien, sur la base du respect d'un certain nombre de standards. Bertrand est toujours là. Oui, d'un certain nombre de standards qui sont en cours d'élaboration d'ailleurs, et à ce moment-là, il y a des entités de certification qui vont dire oui, ça c'est conforme à tel standard. Et bien sûr, les standards sont très importants pour définir les conditions de déploiement. Dans des conditions de déploiement données. Bon, ce que tu nous dis, c'est que ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des négociations interminables sur des choses totalement abstraites qui voient l'intelligence artificielle comme un risque. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement un risque. C'est bien le problème de la communauté européenne. C'est qu'on nous explique que l'intelligence artificielle, c'est formidable. On va mettre beaucoup d'argent, mais 10 fois moins que les Américains, 100 fois moins que les Chinois. Donc, on court vraiment à la perte. Et après, dans le même document, on nous explique qu'il y a des risques. Et il faut lutter contre les risques. Non. L'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement des risques, ce sont des opportunités. Quand même, il faut le dire. Et là, ce sont des juristes, ce sont des politiques qui ont peur et qui justifient leur activité dans les parlements. On en a plein dans tous nos comités. Il y a une kyrielle de gens comme ça qui disent des choses parfaitement ennuyeuses. Si vous avez besoin de dormir, si vous avez des insomnies, lisez ces documents. Mais
en même temps, il y a des choses plus sérieuses qui se font. Alors, pour répondre à votre question, le GT numéro 3 du ministère de la Santé sur la cellule éthique s'est justement intéressé à ce qu'ils appellent l'éthique by design. Et ils ont écrit un rapport qui est extrêmement intéressant, où ils ont repris les recommandations de plusieurs comités, le HLEG, il y a la recommandation de l'OMS, la recommandation de l'HAS, et à partir de ça, ils ont essayé d'en faire une synthèse. Et ils ont émis un certain nombre de recommandations. Alors, elles peuvent être analysées, vous pouvez le regarder. Je pense que ce sera très intéressant. Justement, si vous êtes dans la médecine du travail, disons, je vais résumer de façon très brève, mais bien sûr, c'est assez détaillé. Mais il y a, disons, 4 points, je crois. Il y a, d'un côté, les données, avec toute la réflexion qu'on a eue sur l'acquisition des données, sur leur correction, etc. Deuxième chose, ce qu'on appelle la garantie humaine. Alors ça, c'est lié à ce qu'on appelait l'autonomie. Alors ça fait l'objet de beaucoup de débats. Ce terme a été introduit, entre autres, par je crois que c'est l'ordre des médecins, c'est l'idée que la responsabilité de la décision doit toujours être celle d'un homme. Alors c'est pas du tout évident, parce que est-ce que l'homme est toujours une garantie, Errare humanum, ouais, de temps en temps les hommes font des erreurs. Mais en tout cas, c'est une question intéressante et importante dans le domaine médical, c'est qu'effectivement la responsabilité est la responsabilité du médecin, mais peut-être que le terme garantie humaine demande à être discuté. Ensuite, il y a la notion d'évaluation. Ça, c'est extrêmement important, parce que il y a toutes les réflexions que j'ai introduites tout à l'heure. Et au départ, comme il y avait peu de procédures d'évaluation, il y avait une certaine frilosité, mais maintenant, quand même, beaucoup de spécialistes pensent qu'il faut procéder à ces évaluations. Et puis la dernière question, c'est une idée de traçabilité. Alors, qui n'est pas du tout évidente, parce que ça entre en conflit avec la protection de la vie privée. Alors pourquoi la traçabilité ? Si vous êtes médecin, c'est l'équivalent de la pharmacovigilance pour les dispositifs médicaux. Et donc ça, je crois que ce sont des questions importantes. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, oui, il y a des choses, mais n'allez peut-être pas du côté de ces énormes rapports européens. Un grand merci. Sauf si vous avez vraiment des problèmes d'insomnie. Alors très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Je suis désolé, Jean-Gabriel, mais ce que tu viens d'énoncer, c'est exactement ce qu'a dit le HLEG, c'est-à-dire le groupe d'experts européens, dont c'est inspiré partiellement la Commission européenne et dont s'est inspiré les autres méthodes. Mais ça, c'est pas du ethics by design. Le ethics by design, c'est de mettre en place un certain nombre de démarches de conception qui respectent justement les principes éthiques tant décriés par plutôt. Et que ça veut dire quoi ? Ça veut dire tenir compte des personnes impactées, de l'être humain qui est au centre de l'utilisation de ces systèmes, et de concevoir des systèmes qui respectent les valeurs, voilà un mot qu'il faut prononcer, les valeurs de ces êtres humains. Et ces valeurs sont multiples, et elles peuvent être en tension les unes avec les autres. Et justement, tout le problème, et toute la beauté de la chose, c'est de trouver des solutions qui respectent les différentes valeurs, tout en respectant les priorités des valeurs, c'est-à-dire résoudre ces questions de tension. Je suis d'accord avec toi, l'éthique by design, c'est respectable, c'est important, mais on peut se demander si l'éthique, par essence, peut être by design, puisque justement, l'éthique, c'est l'ouverture à l'inattendu, à la chose qui surprend, et donc ça ne peut pas être seulement a priori. En tout cas, c'est une réflexion. Si vous voulez bien, vous continuerez à discuter de ces questions tous les deux, c'est une réflexion. parce que nous avons un repas qui nous attend. Et puis c'est surtout, une réflexion continue. Je voulais vous remercier, merci à Jean-Gabriel Ganassia, parce que vous m'avez bien savonné la planche, parce que cet après-midi, nous discuterons avec ceux qui font les lois à Bruxelles de cette réglementation intelligence artificielle. J'espère juste qu'ils ne sont plus dans la salle et qu'ils ne vous ont pas entendu. Oui, mais vous ne serez plus là, donc forcément. Grand merci à vous, merci à Raja Chatila, merci à Jean-Gabriel Ganassia.